Bonjour, on est le 6 septembre 2018. Bon, c'est la rentrée des classes pour la plupart des élèves et aussi la rentrée sociale. Bon, voilà, donc on va se retrouver bien sûr avec les encombrements des routes par par les embouteillages, dire d'heures de pointe, les heures de pointe qui sont le matin et en fin de journée, de retour du boulot. Enfin, ceci dit, euh, on va voir la suite de ma vidéo où j'avais été un petit peu brouillon, où j'avais eu du cafouillage concernant les réactions chimiques. Bon, on retrouve, je vais continuer la suite et voir toutes les réactions possibles et imaginables, enfin, je m'excuse, beaucoup de réactions, parce que toutes les réactions, je ne peux pas les voir, il y en a eu sûrement tellement beaucoup pour qu'il y ait la vie. Hein. Bon, on n'allait pas croire qu'il y a eu quelques réactions comme je vous ai donné, je vais vous donner. En fait, bien sûr, je vous ai pour expliquer qu'il y avait la simplicité qui pouvait construire de la simplicité. Mais il y a la complexité. Ouais, la simplicité peut construire aussi la complexité. La complexité peut créer la simplicité. Et la complexité peut recréer de la complexité. Donc voilà, n'allez pas croire que c'est aussi simple que ça. Hein, bien qu'on mette en laboratoire quelques molécules et qu'on se dise bon, qu'on peut créer déjà certaines choses, et de se dire que ça vient de là, ben oui, ça vient de là, mais à petite échelle. Hein. À petite échelle, on démontre que ça pourrait provenir de là. Hein. J'ai expliqué l'expérience de, enfin, j'ai expliqué les théories d'Oparine, ce qu'il en disait, et le laboratoire exécuté par Miller. Voilà. Ben, le laboratoire établi par Miller qui reprenait en fait quelque part quelques molécules, les quelques molécules que Oparine avait spécifiées. Bon, mais n'allez pas croire que c'est aussi simple que ça. Ce que je vais dire, euh, bien sûr, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, il a fallu créer la Terre. Bon, déjà, pour créer la Terre, c'était un phénomène complexe, mais que la nature sait très bien ce qu'elle a fait. Chaque étape qu'elle faisait, elle le construisait tout en sachant où elle allait. Il y a juste une petite chose, c'est qu'elle a pris du temps pour créer, je veux dire, la Terre. Bon. Une fois que la Terre, l'environnement est là pour l'environnement est là, ben on peut créer la vie. Donc à ce moment-là, la Terre existe à partir de, bon, je vais considérer un an zéro de création de Terre. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il existe l'an zéro fixé par l'être humain. Hein. Quand on dit 2018, ouais, c'est 2018 par rapport à l'année zéro. Oui, c'est vrai, par rapport. Euh, si on prend voilà, le calendrier chrétien, hein, l'année zéro, c'est l'année de, voilà, de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Voilà. Là, je crois que c'est l'année de naissance de Jésus-Christ. Voilà. Donc, quoique, bon, on peut discuter sur les calendriers. Parce qu'il fut un temps, les Romains avaient des calendriers, non pas 7 jours, mais 5 jours. D'où il a fallu un concile pour essayer de. Voilà. Et encore, l'an zéro, est-ce qu'il est vraiment connu pile poil? J'en sais pas plus. Voilà, mais tout simplement pour vous dire que l'an zéro a été fixé comme étant une référence. Hein. Une référence, voilà, par rapport à la chrétienté. Voilà. Donc, c'est un concept, je veux dire, religieux. Hein. Alors que pour moi, le zéro, c'est le vrai. On va appeler ça le point O, et le point là, O prime. Voilà, O prime est un décalage par rapport à O. O étant la vraie référence de la création de l'univers, si vous voulez. De la Terre, je m'excuse, de la Terre. Voilà. L'existence de la Terre commence à un temps bien spécifique. T égale 0. En T égale 0, qui est ici. Alors que le temps 0, la naissance de Jésus-Christ, je crois, voilà, eh bien, c'est l'année de référence, voilà, pour calculer à partir d'un zéro bien, bien,
fixé. Voilà, mais pour moi, j'estime que le zéro, c'est la création de la Terre. Donc, quand je dirais l'an zéro, comme je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente, zéro, c'est la création de la Terre. Bon, quand on a créé la Terre, ben, à partir de t égale 0, si vous voulez, ça c'est la Terre, t, au temps égale 0, ben, à ce moment-là peut se construire le processus de la création de la vie. De la vie. Qu'est-ce qu'on retrouve sur Terre? Sur Terre, ben, on retrouve du feu. Bien sûr, on retrouve la terre et on retrouve de l'eau, la mer. Mais il n'y avait pas que des mers, hein. Il y avait bien sûr les océans, déjà les océans, les lacs, voilà, les étangs, tout ça existait déjà, hein. Bon, voilà. Donc quand je parle mer, en fait, mer, je regroupe dans mer tout ce qui est eau, cuvette, etc., cuvette d'eau, peu importe. Ce qui est terre, je regroupe tout ce qui est, voilà, sol, sol, voilà, les sols meubles ou non meubles, mais au moins, je veux dire, euh, de la matière, on va dire, minérale. Et le feu, ben, c'est le feu qui peut provenir des, voilà, des orages, des incendies de forêt, parce que il a sûrement dû avoir enfin, pour autant que les végétaux étaient là, parce qu'au début, est-ce qu'il y avait des végétaux? Peut-être qu'au départ, qu'il y avait du feu. Voilà, c'était peut-être une boule de feu. Qu'après cette boule de feu, extinction de cette boule de feu, mais là, à ce moment-là, il y a eu, voilà, peut-être une époque, euh, voilà, de glaciation. Et après une température stabilisée, peut-être les océans. Ceci étant dit, bon, ça reste dans mes pensées, et je le dis. Maintenant, pour qu'il y ait vie, l'eau ne suffit pas. Hein. L'eau, de toute façon, doit avoir un contenant. Et la contenant, généralement, c'est des cuvettes. Et la cuvette, c'est sur Terre. Donc, la Terre fait office de contenant de son contenu eau, qui sont les océans, les mers, etc. Donc, la Terre est un contenant des mers. Bien sûr, il y a la gravitation, donc l'eau ne serait pas coulée vers l'extérieur, puisqu'il y a le phénomène de gravitation, tout est attiré vers le centre de la Terre. Donc les océans, la Terre, l'eau est attirée vers le centre de la Terre, donc il ne serait pas aller dans l'autre sens. Hein. Et le feu existe déjà euh, par les explosions et tout ce qui s'ensuit, les orages, etc. Il y a des effets de température qui vont avoir lieu. Bon, ceci étant dit, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, la vie va provenir du mariage de ceci. Du feu, de la terre et de la mer. C'est-à-dire que du feu, on aura les gaz, gaz CH4, NH3, H2, voilà, bien sûr, avec des sédiments de terre. Donc, pour parler de vie, ben, il faudra parler de sédiments, de gaz, de sédiments et d'eau. Et c'est cette combinaison-là qui va donner la vie. Voilà, la vie va provenir de tout cet ensemble hein, de sédiments. Mais quand on parle de CH4, hein, voilà, on va dire que il faut une voiture fonctionne avec quoi? On va dire de l'essence, ouais, c'est-à-dire une énergie. Et pour tout ce qui est fonctionnement, pour avoir un certain travail, pour faire un certain travail, il faut de l'énergie bien sûr. Et le travail va provoquer des forces. Voilà. Mais cette énergie-là, bon, on peut l'entrevoir sous plusieurs façons. C'est quoi les énergies? Ben, c'est le bois, le pétrole, le- voilà, le bois, le pétrole, enfin, les hydrocarbures, hein, les hydrocarbures. On trouve le gaz, le pétrole, l'essence, diesel, etc. Kérosène. Voilà. Pour trouver le bois, on peut retrouver le charbon. Voilà, il y a beaucoup de types d'énergie. L'énergie lumineuse, l'énergie du soleil. L'énergie du soleil. Bon. Eh bien, pour
construire ceci, enfin, pour créer la vie, mais il a fallu sûrement un espèce de pétrole. Mais pas un pétrole comme on l'entend dans le sol. Si, dans le sol, avec les sédiments, etc., oui, les gaz et les sédiments. Mais pas dans le sens où, euh, pas dans le sens où on entendrait pétrole, matières fossiles qui ont pourri pendant des années. Parce que si la Terre vient d'être créée, on ne peut pas avoir de pétrole, hein. Le pétrole est apparu après, je veux dire, voilà, des animaux et des végétaux qui existaient et voilà, qui ont disparu et qui se sont retrouvés sous terre et qui ont pourri et qui ont donné le pétrole. À l'existence de la Terre, on ne peut pas parler de pétrole. Mais par contre, on peut parler d'un pétrole prébiotique. Un pétrole prébiotique. C'est-à-dire que à partir des combinaisons de substances, déjà ici il y a un gaz, bizarroïde, comme on vous fournit un gaz. C'est pas par hasard qu'on vous fournit un gaz CH4, voilà, qui est un hydrocarbure, hein, et qui lui va créer un autre hydrocarbure par décomposition. Donc on part d'hydrocarbures, alors que les hydrocarbures, pour ainsi dire, n'existent pas dans le sol. Voilà, alors qu'on donne un gaz CH4. Donc, ce gaz-là est nécessaire à la vie, fatalement. Donc, il faut une concentration de gaz CH4 euh, pour pouvoir avoir lieu les réactions chimiques qui vont combiner, parce que c'est une combinaison, hein. Quand je dis que c'est complexe, eh, la complexité va venir au travers de combinaisons. Voilà, elle va venir au travers de combinaisons. Combinaison de quoi? De combinaisons, voilà, de molécules qui vont, voilà, se combiner. Ah, ce sont des molécules qui vont se combiner et pour donner deux autres molécules. Et ces nouvelles molécules vont encore se combiner. En fait, c'est un jeu de combinaison. C'est une chaîne, on va dire, c'est une réaction en chaîne. Tout comme il existe les réactions en chaîne dans les réactions nucléaires, mais il existe des réactions en chaîne pour voilà, pour la création de la vie. Mais attention que en chimie, il y a il y a des gros paramètres qui rentrent en jeu, hein. Il y a les notions de température, notion de pression et la notion de temps, la notion temporelle. Une réaction se fait à une certaine température, donc elle est à une certaine pression, mais le facteur temps est fort important. Il y a des réactions qui sont hyper rapides, comme une explosion, et il y a des réactions qui sont très lentes au cours du temps. Par exemple, la formation de la création de la Terre. La création de la Terre a été très lente. Donc le facteur temps, pour la création, la nature a pris son temps pour créer la Terre. La nature a pris son temps pour créer euh, donc les sédiments, pour créer probablement ces gaz, pour créer l'eau, pour créer tout ça, il a fallu du temps. Ça s'est passé sur voilà, des milliards d'années. Et je l'ai expliqué, j'avais donné temporellement, dans la première vidéo, vous allez voir la première vidéo, au niveau temporel, j'avais fixé la création de la vie, hein, et j'avais fixé le premier être vivant, voilà, qu'on a découvert sur Terre. Donc, c'est 1 milliard 500 millions, 1 milliard 500 millions d'années après, mais après la création de la Terre, que est intervenue la première, voilà, on a découvert la première bactérie. Fossilisée, bien sûr, hein, fossilisée. Donc, vous voyez que le temps, le facteur temps, la nature a pris son temps, mais elle savait ce qu'elle faisait. Donc, la nature est intelligente, on va dire. La création est intelligente. Puisqu'en fait, ça a pris son temps pour arriver à un certain point. Donc, elle savait ce qu'elle faisait. Donc, autant dire que philosophiquement parlant, comme j'ai dit, bon, il y a probablement un créateur derrière tout ça. Ce qui est sûr, presque sûr et certain. Bon, maintenant, venons-en aux molécules.
Donc on a eu probablement un pétrole prébiotique et non pas un pétrole comme on pourrait croire pour qu'on va chercher dans le sol et qui sont des matières fossilisées qu'on utilise en tant qu'énergie. Non, on a eu une énergie, on va dire, toute créée, une énergie toute créée, une énergie prébiotique. Bon, vous allez me dire, ouais, les premiers êtres vivants sur Terre, ils ressemblaient à quoi? Les premiers êtres vivants, c'était sûrement peut-être des êtres non vivants. Voilà. Donc du non vivant. Et puis il y a eu le vivant. Et que le vivant a eu besoin peut-être du non vivant. Bon, le vivant, au départ, peut-être qu'il n'était pas autonome. Et il a fallu le milieu extérieur pour l'aider à vivre. Le milieu extérieur était, je veux dire, l'aide nécessaire, comme quand on a bon, une femme qui est enceinte, par exemple, ben, l'enfant qui est à l'intérieur vit grâce à la personne qui le porte. Ici, la cellule vivante au départ ben, a été aidée par l'environnement qui le porte. Donc le milieu extérieur a dû aider, je veux dire, l'être vivant. Et puis l'être vivant, qu'est-ce qui devient? Ben, en fait, il va devenir avec le temps plus autonome. Il va devenir plus autonome. Il va pouvoir aller chercher sa nourriture. Parce que le but du jeu, c'est d'aller chercher de sa nourriture pour vivre. C'est de travailler, faire effectuer un travail pour aller chercher son énergie. Ouais, c'est un cycle. Hein. Ouais. La cellule va utiliser de l'énergie, un certain travail pour essayer de, voilà, d'absorber de l'énergie. C'est un cycle énergétique. Voilà. Elle absorbe de l'énergie pour l'évacuer. C'est comme j'avais expliqué le système digestif. Dans le système digestif, ben, le but des aliments, ben, ce qui était décomposé en, en nutriments, c'est-à-dire en lipides, glucides et en protéines, passait par le sang, mais tout ça faisant en sorte qu'on avait une réserve énergétique. Mais la réserve énergétique provient de l'aliment qu'on a mangé, de l'énergie, qui se mesure en kilojoules ou en kilocalories. On mange des aliments avec une certaine dose énergétique pour le mettre en réserve d'énergie. Mais cette réserve d'énergie sera utilisée par le catabolisme des moments où on l'utilise. Donc, vous voyez qu'on va évacuer, voilà, on va utiliser cette énergie qu'on a absorbée, voilà. Mais cette énergie, c'est pour quoi faire? Bon, vous allez me dire, ouais, c'est pour faire du sport. Mais c'est vrai que l'être humain, c'est un peu spécial par rapport aux animaux. Les animaux, bon, sont constamment à la recherche de nourriture. Leur travail, c'est aller chercher de la nourriture et bien sûr survenir à leurs besoins, notamment de nourriture et de reproduction, bien sûr, mais de nourriture. Et donc, la nourriture, vous mangez de la nourriture et vous allez travailler pour aller chercher de l'argent. L'être humain, c'est de l'argent, hein, parce que, voilà, alors que l'animal, il va chercher de la nourriture. Si on lui en fournit pas, parce que maintenant, il y a beaucoup d'animaux qui sont, on va dire, tenus par des êtres humains, et c'est l'être humain qui le nourrit. Voilà, mais sinon, un animal dans son environnement, euh, soi-disant, entre guillemets, sauvage, je n'aime pas ce terme-là, parce que bon, il est dans son environnement, la Terre, ça appartient à tout le monde, ça appartient pas qu'aux êtres humains, mais l'être humain, c'est accaparer quasiment presque tous les territoires, voilà, à lui, alors que bon, il a laissé peu de place aux animaux. Voilà. Donc ici, vous voyez bien que ce que je veux dire par là, c'est que l'énergie, on en consomme pour aller chercher de la nourriture, donc on va utiliser cette énergie pour aller chercher de l'énergie. Donc en fait, c'est un cycle sans fin. Voilà, l'énergie est un cycle. C'est un cycle énergétique. On consomme de l'énergie pour dépenser de l'énergie, pour aller chercher de l'énergie. Ben, l'être humain, c'est aller chercher de l'argent pour manger. Mais maintenant, l'être humain a plusieurs besoins. Donc, bon, il peut acheter une voiture pour, voilà, pour
il peut acheter une petite maison, une voiture, etc. Bon, c'est vrai que c'est un être doué d'une intelligence. Bon, il a plus de créativité et donc il a plus de possibilités qu'un animal normal. Un animal normal, bon, il a moins de possibilités. Il ne sait pas acheter une voiture. Il n'a pas, voilà, il n'a pas des notions déjà d'intelligence pour jouer que des notions d'argent, d'argent. Il sait construire, l'animal sait construire, hein, il sait construire un nid. Il y en a, ils construisent des cabanes, il y en a qui construisent. Voilà, les fourmis, ils sont sans cesse en train de travailler. Les abeilles aussi, hein, ils font des ruches. Hein, ils peuvent construire, je veux dire, un nid d'abeilles, etc., etc. Voilà, donc beaucoup d'animaux travaillent, mais n'ont pas la faculté que l'être humain a. Donc l'être humain a ça en plus, qu'il est doué d'une intelligence phénoménale, et donc possibilité de créativité. Comme le Créateur a créé la terre, ben, il a donné la faculté, je dis aux êtres humains, de pouvoir être créatifs, donc de créer. Et donc, c'est pour ça que parfois, quand je vois des cultures qui sont ancestrales, c'est bien, mais à un moment donné, il faut savoir changer aussi, hein. Il faut savoir évoluer. Et voilà. Et donc, la cellule, à ce cas-là, c'est-à-dire qu'elle va aller, enfin, l'être vivant, de départ, va aller chercher, puiser l'énergie au milieu extérieur pour pouvoir évacuer son énergie à rechercher, je veux dire, de l'alimentation. Et donc c'est un cycle énergétique. Donc elle va travailler bien sûr pour aller chercher de l'alimentation. Et bien sûr, répondre à des stimuli et bien sûr avoir une certaine peut-être duplication, etc., etc. Et fatalement, elles vont se dupliquer. Elles vont se dupliquer. Hein. Une fois qu'il y en a une, on peut en trouver deux, on peut en trouver quatre, on peut en retrouver. Voilà. Et avec le facteur temps, ben, on peut avoir une loi exponentielle qui fait que, hein, à partir de 1, j'en avais un, ben voilà, les populations vont commencer à s'accroître au niveau, voilà, des bactéries, des êtres unicellulaires, etc., etc. Voilà, bien sûr qu'il faut partir de l'être unicellulaire, et puis après a été créé l'être pluricellulaire. Donc vous voyez que tout s'est fait, je veux dire, dans un enchaînement d'idées de création. Et que la création a nécessité, je veux dire, plusieurs facteurs. Bon, maintenant, je vais prendre les réactions chimiques. On va faire les réactions chimiques. On a dit que on partait du CH4. Je vais refaire les réactions de la vidéo numéro 1 parce que j'avais cafouillé. Et donc à ce moment-là, je vais refaire les principales réactions. Hein. Bon, si je prends le CH4, on avait dit que l'atmosphère primitive était enrichie de CH4 et de NH3. Bon. À ces deux-ci, bon, si on les combine, hein, ça va donner du l'acide cyanhydrique, HCN. Voilà. Et donc, vous voyez que j'avais expliqué qu'il y avait du carbone, de l'azote. Là, ça c'est un gaz. Hein. Voilà. Et ça c'est un gaz aussi. Et bien sûr, il n'y avait pas que des gaz, il y avait des sédiments. Comme je l'ai dit, je l'ai expliqué auparavant, j'ai pris un exemple de réaction avec l'argent. J'avais dit qu'il y avait probablement voilà, des minéraux. Hein. Il n'y avait pas que des gaz. Hein. Ça pouvait réagir avec voilà, des minéraux. De toute façon, c'est une succession de réactions multiples. Hein. Ce que je vous dis, c'était complexe. C'est beaucoup de réactions qui ont eu lieu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pas les seules que je vais vous montrer. Mais je vais vous montrer quelques-uns pour vous montrer comment la protéine a été construite. Et donc, dès le moment où on a construit une protéine, mais c'est les bases du vivant. Hein. Voilà. Donc ici, c'est HN. Donc si je fais l'équilibre, c'est CN, CN, H. Donc je dois mettre 4, 7, 7. Je dois remettre 6 hydrogènes pour en avoir. Je dois en mettre 6 pour en avoir 7. Puisqu'il y a 4 plus 3, ça fait 7. 1 plus 6, ça fait 7. Voilà. Mais la schiste n'existe pas. Hein. C'est l'H2, le gaz H2 qui existe. Et là, pour avoir 6, il faut faire 3 fois 2. Et là, j'ai de l'acide cyanhydrique qui va en ressortir avec un dégagement d'hydrogène. Donc, est-ce que l'atmosphère primitive avait besoin forcément d'hydrogène? Ben, elle va être créée par
l'hydrogène va être créé par le CH4 et le NH3. Dès le moment où il y a du gaz méthane et de l'ammoniac, bien l'hydrogène va être ressorti. Bon, maintenant, j'avais expliqué que le CH4, c'est un hydrocarbure et qui peut se décomposer. Tout comme dans une tour de distillation, je m'étais mal exprimé, tour de distillation, une tour de fractionnement, voilà, j'avais retrouvé les mots parce que je ne le retrouvais plus dans la vidéo précédente. Et chaque fois qu'on atteint, on met du pétrole brut dans une tour de distillation avec un four, voilà, on atteint certaines températures et à différents étages de température de la tour de fractionnement, on a ce qu'on appelle la température d'ébullition qui va intervenir et on peut faire sortir un produit déterminé en décomposant l'hydrocarbure, enfin le pétrole en différents, je veux dire, produits. Bien ici, il en est de même. Puisque le CH4, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un hydrocarbure. Bien sûr, un hydrocarbure, voilà, qui constituait, je veux dire, un gaz préliminaire de, voilà, peut-être en forte concentration. Les concentrations, je ne les connais pas, personne ne les connaît. Voilà. Qui sait dire quelle était la concentration sur autant zéro, autant après 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Fatalement, tout ça, on ne sait pas. Hein. C'est la popote, on va dire, c'est la popote du créateur. Mais ici, je suis en train de mettre, en gros, penser ce que le créateur aurait fait en partie, en petite partie, parce qu'il a fait d'énormes choses, et qui sont, voilà, peut-être des milliards de fois ce que je suis en train de faire. Voilà, mais déjà, si on part à partir de ça, c'est déjà bien. Bon, je vous dis, la création est complexe. Hein. Bon, ici, on va partir du simple pour essayer de voir comment créer déjà une petite protéine à partir de ces gaz-là. Bon, et ça, c'est de l'expérience de Miller, hein, bien sûr. CH4, était dans la boule de Miller. Voilà, allez voir la vidéo précédente. Voilà, qui faisait un mélange à 80 degrés par des électrodes. Il faisait des arcs d'électrodes. Il y avait 80 degrés dans la boule. Et il avait mis du CH4, NH3, H2O. Maintenant, est-ce que l'H2 y a besoin? Pas nécessairement, parce que CH4 et NH3 vont créer de l'H2. Donc, au bout du compte, le H2 va se mêler au. Voilà. Maintenant, le CH4, il va se décomposer. En quoi? En CH2, CH2. Voilà. Mais là, j'ai fait une erreur dans la vidéo précédente. Déjà, je l'ai regardé quand j'ai visionné la vidéo. Voilà, elle n'était pas équilibrée. Vous comprendrez que maintenant, en regardant cette vidéo-ci, je vais l'équilibrer. Ici, j'ai 4 hydrogènes. 4 hydrogènes. 4 hydrogènes et 2 carbones. Donc, je vais avoir 2 carbones ici. Si je mets 2 carbones ici, mais j'ai 8 hydrogènes. Ce qui veut dire que je dois rajouter 2 plus 2, 4 hydrogènes. Pour en avoir 8, il m'en faut 4. Or, H4 n'existe pas. Il n'y a que H2 qui existe. Voilà, donc c'est 2 H2 pour avoir H4. Et on a un dégagement d'hydrogène. Donc, ici, qu'est-ce qu'on vient de créer? De l'éthylène. Ou ce qu'on appelle communément de l'éthène. L'éthène ou éthylène. Qui est un hydrocarbure. Hein, un hydrocarbure aliphatique. Du groupe des aliphatiques. Tout comme CH4 est un hydrocarbure aliphatique. Voilà, NH3 est une base et HCN est un acide. Donc vous voyez qu'ici, avec un hydrocarbure ici et une base, je vais créer un acide. Avec un dégagement de gaz H2. Bon, et ça c'est un gaz, comme j'avais expliqué, volatile, explosif. Bon, peut-être que ça a été combiné pour refaire des explosions, qui sait, moi j'en sais pas plus. Bon, ceci c'est C2H4. Hein. Ouais, C2, une 2, je peux l'écrire C2H4. Bon, ce C2H4 là, qui est l'éthène ou l'éthylène, ben, il va réagir avec quoi? Ben, on peut le refaire réagir. Ici, on a mis très peu de molécules. Hein. Au Paris, on a mis très peu. On a dit qu'il y avait très peu de molécules de base, que l'atmosphère primitive était constituée qui était un biologiste, hein, biochimiste, je crois. Et donc, la matière primitive était constituée de molécules de base, mais en très peu, je veux dire, de types différents. CH4, NH3, voilà, et c'est pour ça que, et H2O bien sûr, et de l'H2,
C'est pour ça que, bon, Miller a repris ce qu'a dit Oparin. Il a repris du CH4, NH3 et H2O, H2. Et c'est avec CH4 et NH3, ben, on crée déjà de l'HCN. Voilà. Et que le CH4 va donner de l'éthylène ou de l'éthène. Et que ces deux. Voilà, nous voilà repartis avec une nouvelle réaction. Alors, le C2H4, lui, il va réagir bien sûr avec le ACHN, comme je viens de dire. Et qu'est-ce que ça va nous donner, ça? Mais ça va donner toujours un hydrocarbure aliphatique. Mais avec une fonction nitrile. C'est-à-dire qu'ici, j'ai 2 carbones, ici j'en ai 3. Donc, je vais avoir une structure à 3 carbones. Une, là j'en ai 2, plus 1, ça fait 3 carbones. Bien sûr qu'il y a un composé nitrile, CN, CN. Bon, le CN, je vais le mettre ici. Combien d'hydrogène? 3 et 1, ça fait 4. Eh bien, si je respecte, pour en avoir 4, si je respecte les valences, je vais en mettre 3 ici et une ici, un hydrogène ici. Et là, voilà, j'ai CH3, CH, CN. Ça, c'est ce qu'on appelle non pas du propane, parce qu'il y a une fonction nitrile, mais du pro. C'est une chaîne aliphatique, hein. Voilà. C'est du propionitrile. Voilà, propionitrile. Propionitrile. Voilà. C'est comme ça qu'on appelle ça, comme ça. Voilà. Alors, bon, maintenant, vous voyez que on est parti du CH4 dans la réaction de Miller, du NH3. Nous voilà avec du propionitrile. Tant mieux. Bon, toujours une chaîne aliphatique. Apparemment, les aromatiques n'apparaissent pas jusqu'à présent. Bon, je rappelle qu'un aliphatique, qu'est-ce que c'est? Une chaîne aliphatique, c'est une chaîne soit ouverte, hein, peut-être linéaire ou ramifiée, on s'en fout. Hein. Ramifiée, c'est-à-dire avec une ramification en plus. Avec, là, elle est linéaire, ouverte, et là, on a voilà, des ramifications. C'est ce qu'on appelle des ramifications. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle la chimie des aliphatiques. Mais dans les aliphatiques, on peut rencontrer aussi des cycles, des structures à cycles. Mais ce sont des cycles qui ne sont pas aromatiques. Donc la chaîne des aliphatiques, ce sont toutes les chaînes qui ne sont pas aromatiques, si vous voulez. Bon, et qu'est-ce qu'on appelle une chaîne aromatique? Mais c'est une chaîne qui vérifie la règle de Huckel, d'aromaticité de Huckel. Or, les aliphatiques ne répondent pas à l'aromaticité de Huckel. Voilà. Donc ici, on a bien des chaînes ouvertes aliphatiques. Et on vient de créer du propionitrile. Bon. Sachez que, bon, l'atmosphère de base, je répète encore une fois, parce que vous devez être bien conscient de ça, l'expérience de Miller a établi qu'il a mis du CH4 dans sa boule, du NH3 et bien sûr de l'H2O. Donc faisons réagir le propionitrile qui est C2H4CN, C2H4CN plus de l'H2O avec de l'eau. Cette fois-ci, je vais mettre de l'eau. Donc le propionitrile va réagir avec de l'eau. Pour donner quoi? Ben, voyons voir. En fait, j'ai une structure à 3 carbones. Mais cette fois-ci, il y a de l'oxygène qui va intervenir. Donc, j'ai toujours une chaîne à 3 carbones. Voilà. Voilà, une chaîne à 3 carbones.
Et cette fois-ci, le N et l'H2 vont donner du NH2. Voilà. Le N et H2 vont donner du NH2. Et il va rester C2, CH3, oui, CH, oui. Ici, le N, l'azote est trivalent. Ça, je peux écrire ceci comme ceci. 1, 2, 3, N. Ouais, comme ça, le carbone est bien tétravalent ici. L'azote trivalent. Donc ici, H2, je peux l'écrire comme ceci. Voilà. Voilà, si j'écris ça comme ça, NH2, bon, N va se lier avec les deux hydrogènes de l'oxygène. Par contre, l'oxygène, il va venir se lier ici. Et l'oxygène, on sait bien qu'il est bivalent. Donc on a bien la tétravalence de carbone ici. En faisant ça, on vient de créer du propanamide. Propanamide. Bon, ici j'avais dit que le propionitrile peut s'appeler l'éthylcyamide. Voilà. Mais le propionitrile peut s'appeler aussi le propanonitrile. 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 Voilà, comme je le dis. Ou je peux aussi l'appeler propanitrile. Propanitrile. Tout comme le propanamide, peut avoir un autre nom. Donc ici, on a bien une fonction amide, puisqu'on a un carbone, une fonction carboxylée, c'est-à-dire qu'on a un oxygène double liaison sur un carbone, avec une amine. Voilà. Quand on a une fonction OC qui est une fonction carboxyle, avec une amine, voilà, eh bien, on appelle ça amide. Mais comme on a 3 carbones, c'est un meth. On a meth qui est un carbone et 2 carbones propres, 3 carbones. On a bien 3 carbones, donc c'est propanamide. Bon, après avoir créé du propanamide, on va le remettre celui-ci avec de l'eau. Je vais le recombiner avec de l'eau. Ouais, vous voyez que la séquence, l'eau va faire effet boule de neige. Elle va chaque fois intérêt à réagir pour chaque fois grandir la chaîne. La chaîne va chaque fois augmenter. Vous voyez, on reprend un élément existant, on remet de l'eau, elle crée un élément, on remet de l'eau, on recrée un autre élément. L'eau a permis probablement d'étaler les chaînes. Les chaînes ont été étalées de plus en plus grâce à l'eau. Et les premiers éléments, le premier élément ici d'hydrocarbure, il a fallu rajouter l'azote. Et l'azote, c'est fort important. Parce qu'il faut, pour créer de l'acide alpha-aminé, ben, il faut une amine. Et une amine, il faut de l'azote. Il faut de l'azote. Et l'azote proviendrait de NH3. Et bien sûr, avec l'acide cyanhydrique, et l'hydrocarbure va nous donner, je veux dire, une fonction avec un azote ici, qui est le propionitrile, puis propanamide.
Et maintenant, je fais réagir le C2, C3, pardon. Comment est-ce qu'on va écrire ça? C3. Ouais, je vais le réécrire comme ça. CH3. CH. CO. NH2. CH3, CH, CO, NH2. Bon, je vais faire de nouveau réagir avec de l'eau. Qu'est-ce qu'on va obtenir en faisant ça? Bon, CH3CO. CH3, ici, je crois que je me suis trompé. 1, 2, 1, 2, 3. Ici, c'est CH3. CH2 normalement. 1, 2, 3, 4. Ouais, CH3, CH2. Je m'excuse. Ici, il y a une petite erreur. Parce que la valence ici, elle doit faire 4 hein, du carbone. Or, si je mets un hydrogène, la valence va valoir 3 et non pas 4. Donc, c'est CH3, CH2. Maintenant, on est bon. Donc, ici, on est bien à C2, H5CN avant. C2, H5CN. Voilà. Attention à la valence, parce que je m'étais entremêlé les pinceaux avec les valences. C'est pour ça que j'avais eu un cafouillage auparavant, mais vraiment, ça, normalement, pour l'instant, ça marche. Croisons les doigts, ça marche. Bon, alors je vais reprendre ici le CH3, CH2, CO, NH2. Voilà. Donc ici, il faut que je mette un CH2. Et on a dit qu'on va faire réagir avec de l'eau. Bon. Eh bien, l'oxygène ici va se mêler avec l'oxygène ici. Et l'H2 va se mêler avec le H2 ici. Pour donner quoi? Ben, du CH3, CH2, COO, NH4. Et ça, c'est ce qu'on appelle du propionate d'ammonium. Voilà. C'est ce qu'on appelle du propionate d'ammonium. Voilà. Si vous voulez, le O ici. De H2O. Il est là. Et les NH2, H2 et H2, ça donne H4. Donc ça va donner du propionate d'ammonium. Bon, la molécule commence à s'agrandir. Hein. Vous voyez la réaction en chaîne, comment elle se fait? Bon, je suis parti que de 3 éléments. Pour l'instant, je n'ai utilisé que CH4, NH3 et H2O. Bon. Donc j'ai utilisé 2 gaz et un liquide qui est de l'eau. Vous voyez déjà ce qu'on a comme chaîne moléculaire. On arrive au propionate d'ammonium. Donc la chaîne, c'est toujours une chaîne aliphatique qui commence à prendre, on va dire, de l'ampleur. Bon, maintenant, bon, il n'y a pas eu que ça, bien sûr. Hein. Vous comprendrez qu'il y aura eu des sucres et beaucoup des sucres qui vont se créer, des glucides et des acides gras, beaucoup d'acides gras. Voilà. Ici, c'est une configuration que je donne pour arriver, je veux dire, à l'acide alpha-aminé. CH3, CH2, COO, NH4. Bon, eh bien, si je le fais réagir encore une fois, et encore une fois avec de l'eau,
qu'est-ce qui va se passer? Non, ici, je vais faire une dégradation. Parce qu'en fait, il peut y avoir des réactions de synthèse, mais aussi des réactions de dégradation. Bon, si je fais une réaction de dégradation de ceci, CH3, CH2, c'est... Si je mets l'oxygène ici, et il va se dégrader, je veux dire, en... je vais garder un H ici. Si je retire un H ici, il va rester du NH3. Donc CH3, CH2, COOH, plus NH3. Voilà. CH3, CH2, COOH, voilà, plus NH3. Et là, on est arrivé à l'acide propanoïque. L'acide propanoïque, qui est ici. L'acide propanoïque, COH c'est un acide, fonction acide, c'est l'acide propanoïque, qu'on appelle aussi l'acide propionique. Hein. L'acide propionique, voilà. Donc, on a abouti à un acide, si vous voulez. On a abouti à un acide. Donc, vous voyez tout le cheminement pour arriver, on va dire, à une fonction acide. Bon, ça, c'est un chemin possible. Donc, tout ce cheminement-là, pour arriver à une fonction acide, la fonction propanoïque ou propionique. Bon, maintenant, je vais établir un autre chemin, mais pas n'importe lequel, en partant toujours de d'ici. Donc, à partir d'ici, j'ai obtenu, à partir du propionitrile, j'ai obtenu, on est passé par le propanamide, on est passé par le propionate d'ammonium pour obtenir un acide propanoïque ou propionique. Bon, on a obtenu un acide. Ouais. Ok, un acide pur. Un acide pur. Maintenant, je vais repartir d'ici. CH4 plus NH3 va donner HCN, plus 3H2. De CH4 va se décomposer en éthylène ou éthène. C'est un dégagement d'H2. Là, on a de l'éthène ou de l'éthylène qui va réagir avec l'acide cyanhydrique qui est ici pour donner, bien sûr, du propionitrile qu'on appelle de l'éthylcyamide ou propanonitrile ou propanenitrile. Voilà. Mais je vais partir à partir du propanenitrile ici. Donc, je vais effacer ceci. On sait bien que dans un chemin, elle va donner un acide pur. Et voyons voir un autre chemin possible. Donc vous voyez que la complexité, c'est tout un ensemble de mécanismes chimiques complexes, bien sûr, à des températures et des pressions données, c'est-à-dire respectant des conditions de physico-chimiques. Hein, mais la création était tellement bien faite qu'elle savait où ce qu'elle allait, elle savait bien les conditions de température et de pression qu'il fallait, elle savait bien, bon, comment fallait-elle faire pour arriver, je veux dire, à la vie. Bon, donc en fait, la vie, elle savait comment le faire. Elle a fait la vie parce qu'elle savait comment le faire la vie. L'univers a été créé parce que l'univers, la création savait comment faire l'univers. Donc ça veut dire que la création est très intelligente, hors norme. Bien sûr, l'être humain, on leur a donné une faculté d'intelligence pour pouvoir être créatif. Mais en fait, il est créé beaucoup. Parfois, il est créatif dans le bon sens, mais parfois, il est créatif dans le mauvais sens. Là, c'est les religions qui s'occupent de la philosophie, de l'idéologie et la philosophie, voilà, de la manière de vivre. Comment utiliser à bon escient sa créativité dans le sens du bon sens ou du mauvais sens. On a le choix. On a le choix. Alors, on a le choix. Hein, on choisit son chemin, mais bon, il y a des lois humaines aussi qui font que si vous prenez le mauvais choix, si vous faites rattraper, voilà, vous pouvez être condamné. Voilà, donc en fait,
La créativité, oui, mais il faut le faire dans un bon contexte. Suivant une harmonie, je veux dire, que les êtres humains puissent, je veux dire, vivre en harmonie entre eux, en tout respect, en bonne complémentarité. Mais c'est ce qui n'est pas le cas en fait. Hein. Bon, parce que la créativité peut être utilisée dans une mauvaise, sur une mauvaise facette. Là, bon, on en remet à l'injustice des hommes. Bon, alors maintenant, je vais partir à partir du propionitrile, CH3, CH2C, CH3, CH2, CN, voilà, qui est ceci, hein. Je mets le groupement CN, voilà, ensemble. Je ne l'écris pas comme ceci, hein, avec sa triple valence, avec sa triple liaison ici. Je l'écris avec CN tout court, comme ceci, CN. Pas besoin de l'écrire comme ça. Voilà, c'est ça que je vais dire. Bon, alors à partir de là, bon, on peut avoir des, comme je vous ai dit, des réactions de synthèse et de dégradation. Hein. Voilà, bon. Alors avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, avec ça, on peut lui adosser ici, au carbone numéro 2, une fonction alcool, OH. Voilà, bien sûr, tout en tenant le CN. Bon, et ça proviendrait toujours de l'H2O, dans l'eau. Autant dire que tout s'est fait presque beaucoup dans l'eau. Hein. Hein, l'eau qui a servi de solution aqueuse. Donc apparemment, je dirais, bon, beaucoup s'est fait, je veux dire, voilà, dans les méandres des eaux, en surface des eaux, peut-être en surface, peut-être en interne de l'eau, voilà, mais voilà, la vie est apparue en surface, à l'intérieur de l'eau. Mais de toute façon, il existe de la vie sous-marine, de la vie aérienne et de la vie terrienne. Bon, maintenant, je vous dis, c'est complexe. Est-ce que c'est nécessairement dans l'eau? Maintenant, il a pu avoir ça dans des lacs, des rivières, peut-être aussi des étangs, peut-être aussi, je veux dire, sur Terre, avec l'humidité. Sur Terre avec l'humidité. Voilà. Bien sûr, l'humidité et la chaleur du soleil, l'énergie, comme quand on plante quelque chose, bon, il faut arroser et on attend le soleil qui tape. Voilà. Pour faire certains mécanismes de réaction, par exemple de photosynthèse, par exemple, pour avoir des échanges d'énergie, voilà, et pouvoir ce que la plante puisse croître, grandir, se reproduire. Et bien sûr, s'alimenter, s'auto-alimenter. Ce qui est la base de la vie en général. Hein, échange cyclique d'énergie, alimentation, bien sûr, et utilisation de cette énergie. Soit pour croître, hein, pour travailler, voilà, pour tout ce que vous voulez. Alors ici, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ouais, OH. Donc je fixe un OH, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, dégagement d'H2. Non, il y a souvent un dégagement d'H2, hein, quand on met de l'eau, souvent des dégagements d'H2. Ouais, je compte bien, 3, 4, 5, 6, 7 hydrogènes. 3, 4, 5, 6, 7 hydrogènes. Bon, bien sûr, 3 carbones, et voilà.
Donc dans l'eau, la molécule de CH3, CH2, CN, dans l'eau va donner un alcool, fonction alcool. Donc le propionitrile, nous voilà avec une fonction. Tout à l'heure, on avait obtenu une fonction acide, acide pur. Voilà avec une fonction alcool. Bon, faisons réagir cette fonction alcool. CH3, CH, OH, CN. Voilà. CH3, CH. Ouais, je vais l'écrire autrement. Ce OH, cette fonction OH est liée au CH. Donc je vais le mettre juste à côté, OH. Et bien sûr, est liée la fonction voilà, CN. On est toujours dans les chaînes aliphatiques. Il y a toujours des chaînes apparemment ouvertes, qui ne sont pas, il n'y a aucune chaîne pour l'instant qui est aromatique. De toute façon, ici, je donne que des bribes de réactions, puisque je vous ai dit, je me répète, c'était des réactions complexes qui ont donné de nombreuses réactions, plus que ce que je suis en train de vous montrer. Donc, c'est pour vous dire que, bon, voilà. Bon, si je mets dans, je fais réagir avec NH3. Supposons que cet alcool va réagir avec le NH3. Mais ça va donner quoi? Du CH3. CH, la fonction OH va partir. Elle va se casser ici, le OH va se casser. Et c'est le... On va mettre du NH2. Et là, je vais garder le CN. Pourquoi NH2? Parce que ici, on va avoir une formation d'eau. J'ai bien du CH3, du CH, bien sûr, ils sont le carbone ici est tétravalent, ce carbone ici est tétravalent. Le NH2, pourquoi du NH2? En émettant du NH3, mais parce qu'il y a un hydrogène qui va se fixer avec l'OH, H plus OH, un hydrogène du NH2, plus OH ici, qui va se casser pour former du H2O. Et là, j'ai obtenu d'une fonction alcool, en mettant de la NH3, j'ai une fonction, ce qu'on appelle une fonction amine. Vous voyez, le premier chemin me donnait quoi? Un chemin qui allait vers un acide pur. Un second chemin, maintenant, me ramène vers toujours des hydrocarbures aliphatiques, avec la fonction alcool, qui me donne dans l'NH3 une fonction amine. Tiens, nous voilà avec cette amine. L'amine, c'est très bien pour la vie. L'amine, c'est très bien pour la vie. Pourquoi? Parce que regardez bien. Le CH3, CH, CN. Ici, je vais marquer CH, NH2, CN. Va réagir. Donc ça, c'est une amine. Et je le fais réagir toujours, encore une fois, avec de l'eau. Toujours de l'eau. Bon, si je fais réagir avec de l'eau, qu'est-ce que ça va me donner, ça? Assez simple. Une amine avec de l'eau. Une amine avec de l'eau. Une amine avec de l'eau.
eh bien, ça va donner un acide alpha-aminé, tout simplement. Et on va voir lequel, exactement, lequel. CH3, CH. Il faut que j'obtienne un acide, donc une fonction COOH, chose que je vais avoir facilement, parce que CH3 il est ici, bon, CH3 je l'ai mis, il est là, CH il est là, voilà, le NH2 je vais le garder, voilà, le C ici voilà, je vais le garder, ce qui va se casser c'est la fonction CH3, CH. Oui, ici, COH va s'écrire comme ceci. Hein. Voilà. COOH. La fonction acide, elle est là, COH. Et la fonction amine, elle est là. Donc j'ai bien un acide alpha aminé. Bon, ceci, c'est ce qu'on appelle l'alanine. Par contre, ici, je suis en train de regarder quelque chose. Bon, CH3, je l'ai. CH, je l'ai. J'ai C. Ouais, NH2, il est là. Le C là, il est là. Alors, O, il est là. L'oxygène est ici. Là, c'est HOH. Donc, ce OH ici, il va aller là. Je vais regarder 2 secondes sur Internet l'acide, enfin l'alanine. Si c'est vraiment ça l'alanine. Oui, c'est ça, mais en fait, j'ai un petit problème de le NH2, il est bien là. C'est bien de
l'alanine, j'ai bien regardé sur internet, c'est juste, qui est une chaîne ouverte, hein, chaîne aliphatique. On n'a eu que des chaînes aliphatiques ici. Par contre, ce que je suis en train de me poser la question, c'est qu'elle n'est pas équilibrée cette réaction-là. Si je mets 2, là j'ai 2 oxygènes. Effectivement, j'en aurai 2. Voilà, donc maintenant je peux l'équilibrer facilement. Plus, parce que ici j'aurai 4 hydrogènes. Dont un hydrogène qui va être pris par l'oxygène ici. Donc il va m'en rester 3 hydrogènes. Et l'azote ici va se casser. Parce qu'on ne retrouve plus l'azote. Hein. L'azote a été cassé de la chaîne. Or, l'azote est trivalent. Or, ça m'arrange parce que j'ai 3 hydrogènes. Avec une valence 1. Donc ce qui va donner, si vous voulez, plus HN. Du HN. Alors du HN. Bon, maintenant, est-ce que le HN existe ou pas? Vraiment, c'est pour ça que j'étais en train de regarder s'il n'y a pas un carbone qui va s'éliminer. J'ai une chaîne à 3 carbones ici. 1, 2, 3 carbones. Parce que si j'avais de la chaîne, encore il me faudrait 3 carbones, non. Non, un carbone. Non. HN. Est-ce que le HN existe? C'est encore quelque chose que je dois aller voir. HN. Je sais bien qu'il y a le NH3 qui existe. Le NH2. Le NH4. NH4. Mais est-ce que le NH existe? J'en sais pas plus, mais voilà. Dès que j'arrive voir sur internet, mais de toute façon, je mettrai en commentaire. Hein, ça, voilà. De toute façon, j'arrive à la fin de la vidéo ici. Quelque chose qui ne tourne pas rond. Est-ce que le HN existe ou pas? J'en sais pas plus. Tu vois qu'un NH4 existe, NH3 existe, NH2 existe puisqu'il est là. Mais NH, bon, faudrait voir si le NH existe. Parce qu'apparemment, j'ai une sortie de NH en produit, en réactif. Enfin bref, tout ça pour vous dire que, hein, en mettant ce petit problème-là que je regardais sur Internet si HN existe, si je mets HN, c'est équilibré apparemment. Hein, parce que là, si je retire de l'azote pour mettre voilà, l'azote est trivalent, ça va me laisser trois bras de valence. Il y en a une ici avec le OH et 2 formés par l'oxygène. Donc j'ai bien les 3 bras de valence sur le carbone là. Puis c'est un bras de valence qui part par là, ça fait 4. Donc on a bien enlevé le N. Hein, le N. Maintenant, si je mets dans l'H2O, mais c'est l'H2O qui a formé le COH. Hein. J'ai bien 2 oxygènes, 2 oxygènes et 4 hydrogènes. Mais là, j'en ai qu'un. Bon, et je fais partir les 3 autres hydrogènes avec voilà, l'azote pour donner HN. L'idéal, c'est que j'ai voilà, HCN. Non, non, non. non attendez, ici, il y a un petit problème. Non, non, ça va, j'ai résolu alors. Pourquoi? Parce que ça va donner du NH3. Ouais, ça va donner du NH3. Ouais, hein, parce que regardez, l'azote est trivalent. J'ai 3 hydrogènes à bras 1. Donc, je peux former avec l'azote, voilà, 1, 2, 3. Là, on est bon. Là, on est bon. Voilà, donc en fait, c'est bien plus NH3. Voilà. Et donc, si je fais réagir une amine avec de l'eau, je vais obtenir de l'alanine plus formation d'azote, dégagement d'ammoniac. Formation d'ammoniac.
Voilà. Bon, mais ça veut dire que j'ai obtenu l'alanine. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je m'arrête ici, au niveau des réactions, il peut y en avoir encore beaucoup d'autres, hein. Énormément d'autres, et fatalement, il y en aura sûrement d'autres. Vous comprendrez que on est parti du NH3 gazeux, du CH4 gazeux et de l'H2O liquide, bon, qui était, je veux dire, les bases des éléments, voilà, disponibles sur Terre pour la création, je veux dire, de la vie. À partir de là, on a obtenu, bon, des acides purs, des alcools, des nitriles, voilà, des amines, voilà, et on a obtenu quoi? Bien sûr, des hydrocarbures. Les hydrocarbures, ce sont des chaînes d'hydrocarbures aliphatiques. Ben, n'allez pas croire on est dans les hydrocarbures sans pétrole, parce que le sans pétrole, il faut. Ça provient déjà de fossiles, et ça doit passer par l'industrie pour enlever les produits. Donc c'est de l'utile. Ouais, bien sûr, la Terre a des matériaux utiles, hein, l'être humain utilise les matériaux utiles. Il lui a été donné les matériaux utiles pour pouvoir l'exploiter et vivre dans son environnement. Bon, mais ici, sachez que la Terre a été créée, quand la Terre a été créée, il n'y a rien de fossilisé, il n'y a pas d'industrie pour créer ces produits-là. Donc en fait, la création a fait quoi? Elle a été chercher des gaz hydrocarbures déjà préexistants. Des gaz préexistants sur Terre, des gaz méthane. Méthane et CH4. À partir de là, toute la chaîne aliphatique, des hydrocarbures aliphatiques, a commencé à naître, et notamment grâce à, bien sûr, à l'eau qui va, vous comprendrez, qui va faire une réaction, des réactions. L'eau, en fait, participe aux réactions en chaîne, en fait. Et NH3 aussi, hein, NH3, voilà. CH4 se décompose en éthène, éthylène, puis, boum, une fois qu'on a CH4, qu'on a l'éthylène, la chaîne aliphatique va, grâce à l'eau, voilà, donc autant dire que l'H2O sert de augmenter les chaînes aliphatiques et les fonctions, les chaînes et les fonctions. Parce qu'on passe d'une fonction acide pure à une fonction alcool, à une fonction nitrile, à une fonction amine, à une fonction acide alpha-aminé. Acide alpha-aminé, c'est l'alanine que je vous ai montré. C'est un cas de figure, mais il y en a d'autres qui vont se créer. Acide alpha-aminé. Bon, pour la petite histoire, l'acide alpha-aminé, je vous rappelle, bon, qu'il existe. Bon, l'acide alpha-aminé, c'est COH, bien sûr, comme ceci. Ça, c'est derrière, ça, c'est devant le plan, ça, c'est dans le plan. Ça, c'est sur le plan de mon tableau, quand j'écris ces deux-ci. Ah, ils sont dans le... Celui-ci, il est devant mon plan et l'autre, il est derrière. Voilà, et quand je peux écrire ça, un radical ici, H, je mets un radical R, un hydrogène ici, devant le plan, et ici, si je peux mettre la fonction, voilà. Là, j'ai bien un acide aminé. Acide aminé. COH est un acide. Aminé. Bon, ça, c'est la version, bien sûr, lévogir. Hein, parce qu'il existe aussi la version dextrogir. Ou le dextrogir, bon, je peux faire un peu la même chose avec le devant ici, l'arrière là. J'ai toujours le COOH ici, il n'y a rien qui change, le NH2, mais cette fois-ci, bon, je mets le R ici et l'hydrogène ici, le radical R ici. Et là, c'est une version lévogir pour celle-ci, mais dextrogir pour celle-là. Voilà, donc en fait, il y a ce qu'on appelle des isomères. Bon, ça c'est pour bon, la petite remarque, mais c'est pas ça que je voulais encore dire. Je voulais dire que, ben oui, on a créé des acides, des fonctions alcool, des fonctions. Ouais, bon, on a augmenté les chaînes. Les chaînes ont été augmentées. Bon, ce que j'explique là, je n'ai fait que quelques réactions, mais c'était à des millions de réactions comme ceci. Hein. Pour avoir la vie, c'est pas une ou deux autres réactions, c'est des milliers, des milliers, des milliers de réactions. Bon, mais on a obtenu l'alanine. L'alanine, c'est quoi? Ben, c'est un acide alpha-aminé. Mais un ensemble d'acides alpha-aminés nous donne une protéine, nous donne des protéines. Et les protéines sont les bases élémentaires de la vie. Hein. Dès qu'on a la protéine, bon, on peut commencer à construire
bien sûr, des cellules simples. Voilà. La vie commence à partir voilà, de la création de la protéine. Bien sûr, vous allez me dire, ouais, il faut une nucléoprotéine. Nucléoprotéine, c'est-à-dire qu'il faut de l'ADN et ARN. Ah oui, de toute façon, avec toutes les chaînes, je vous ai montré avec toutes les chaînes, on va construire, et ça, c'est la vidéo suivante. La vidéo suivante va vous montrer tout ça. Comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé, en gros. Mais déjà, ici, je vous ai créé la protéine. Et qu'avec une protéine plus de l'ADN, acide désoxyribonucléique ou ARN, hein, là, il faut du sucre. Hein. Désoxyribose ou ribose, c'est du sucre. Bien sûr, elle ribose, et bien sûr, il faut du phosphate. Et le phosphate, on va en trouver hein, facilement. Phosphate, on va en trouver facilement. Pourquoi? Parce qu'il y a les sédiments. Les sédiments, parce que quand je vous dis que tout a été fait sur le, comment est-ce qu'on appelle ça, des produits au niveau des dorsales océaniques, mais on peut se dire aussi que il y a eu le plancher océanique, et que les sédiments pouvaient se contenir ce qu'on appelle des hydrogénophosphates, faisant office de source de phosphate. Et bien sûr, il a fallu aussi des minéraux, hein, ainsi que des minéraux nécessaires à la catalyse, je veux dire, surfacique. Dire, voilà. Voilà. Et là, à ce moment-là, on a des conditions extrêmes dans lesquelles certains prokaryotes peuvent vivre à des températures, si vous voulez, des températures et des pressions, des gisements sous-marins, on va dire, ils peuvent vivre à des pressions données et des températures données fort importantes. Voilà, donc en fait, au niveau des prokaryotes. Prokaryote qui est, comme je vous ai dit, la plus simple des cellules. Prokaryote sans noyau. Après, il a fallu celle avec noyau, elle est plus complexe. Voilà, ADN, voilà. Mais si on n'a que très peu d'éléments dans une cellule, ben, à partir des protéines, bon, on peut vite arriver à avoir voilà. Je vous ai expliqué que la bactérie Escherichia coli, qu'est-ce qu'elle était constituée? Donc de molécules intermédiaires, constitutives et intermédiaires, des ions inorganiques, mais on retrouvait bien sûr de l'eau, de l'ADN, l'ARN, on retrouvait des glucides, bien sûr, des lipides, et voilà, je crois des protéines. Hein, on avait tout ça. Mais bon, quand on a fabriqué déjà la protéine, ici, je vous ai montré avec des réactions qu'on avait déjà beaucoup de choses. Hein. On a fabriqué on a fabriqué, je veux dire, un acide alpha-aminé qui est l'alanine. Voilà. Bon, et si, en regardant toutes les réactions qui se sont pu se produire, on crée des acides aminés à la façon dont je vous ai montré. Mais il en a eu tellement beaucoup que bon, je ne peux pas les répertorier ici. Ce serait refaire voilà, la jeunesse de la vie sur Terre avec toutes les réactions. Bon, j'en ai pour toute une vie pour écrire toutes les réactions possibles et imaginables de toutes les chaînes qui ont été construites de moléculaire au niveau de la création de la Terre. J'en suis pas capable de tout, ça c'est de 1, je suis ni la créateur de quoi que ce soit, ni quoi qu'est-ce, et je ne suis pas capable de répertorier tout ça en fait. Voilà. Mais j'ai répertorié quelques réactions pour vous dire comment ça allait. Comment ça allait. Voilà, et que beaucoup de réactions se sont produites comme ça. Voilà. Et que une fois qu'on a la protéine, mais on a le milieu du vivant. On a on va dire, la brique du vivant, pour façonner, je veux dire, les cellules. Bien sûr, on aura des acides gras qui vont se créer, on va avoir des glucides, on va voir tout ça. On a de l'eau elle est déjà là. Je vous ai dit que dans l'atmosphère contenait d'eau. Donc, bon, tout est une question de sédimentation, de sels minéraux, de molécules aliphatiques produites.
par l'eau, des réactions avec le CH4, le NH3, etc., des sels minéraux, des océans. Bon, c'est une combinaison de tout, comme je vous ai dit, c'est la totale, c'est un tout. Et tout ça sous des températures et de pression données, bien sûr. Bon, les températures de pression données, au départ, étaient tellement fameuses que, je veux dire, bon, s'il y avait eu des êtres vivants, bon, celles des êtres vivants capables de, je veux dire, de se prémunir dans un environnement, je veux dire, euh, euh, dans un environnement, je veux dire, coriace, dur à vivre, ont permis euh, de vivre. Bon, maintenant, si la vie a été créée, c'est pour que la cellule puisse vivre dans son environnement. Donc, fatalement, le milieu extérieur, qui est la nature qui a créé la création, qui a créé la cellule, elle a fait en sorte que cette cellule allait de toute manière vivre et ne pas mourir. Voilà, donc elle va l'aider à survivre, on va dire, dans un environnement coriace. Ça, c'est la nature qui permet ça. Elle permet à certaines cellules de survivre jusqu'à ce que d'autres cellules voient le jour. Elles-mêmes vont devenir autonomes, elles vont être survivre dans le milieu qui est peut-être coriace ou moins coriace, ça dépend de l'environnement sur Terre, comment il a évolué. Voilà. Et donc à partir de là, quand on a les êtres unicellulaires, puis on a eu les pluricellulaires, et puis on a eu tous des étranges animaux spécifiques qui étaient marins, les aériens et les terriens. On a eu tous des étranges animaux, avec bien sûr l'arrivée de l'homme sur Terre, ou peut-être qu'il y aurait eu plusieurs types d'hommes. En tout cas, on trouve deux types d'hommes, avec deux types d'ADN différents. On en retrouve deux, dont un a disparu, il n'en reste plus qu'un. Un type d'homme. Voilà, mais maintenant, les animaux ont donné, je veux dire, des familles, des groupes, etc., des classes, hein, des familles, des classes, etc. Et voilà, chacun a été dans une direction pour former, je veux dire, une famille, une classe, un groupe, un groupement. Et ça, je verrai dans une autre vidéo. C'est pas le but de voir ça. Bon, je vais refaire une troisième vidéo concernant comment ça s'est passé, comment on peut dissocier, je veux dire, toutes ces fameuses molécules pour arriver, je veux dire, aux molécules du vivant. Parce qu'on est toujours dans les molécules du vivant. Voilà, je vous remercie. Ben, je regarde si j'ai plus rien à dire. Voilà, normalement, ça devrait être... Ouais, parce que de toute façon, je vais faire une troisième vidéo, donc il n'y a pas de problème. Voilà, je vous remercie.